and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 19 novembre 1924, le riche homme d'affaires et inventeur du genre western au cinéma, Thomas Harper Hintz, décède à bord du luxueux yacht l'Oneida. L'homme célébrait son 43e anniversaire avec divers invités. À bord, la célèbre beauté du cinéma Marion Davies. Mais la mort de Hintz est nébuleuse. Et si toute cette histoire tournait autour de Marion Davies? Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Très heureux aujourd'hui de vous retrouver parce que je vous parle d'un sujet que ça fait une éternité que je veux vous en parler. Je vous parle de la mort mystérieuse de Thomas Harper Hintz, celui qui est considéré comme l'inventeur du genre western au cinéma, mais surtout de la possible implication de Marion Davies dans cette mort qui, vous allez voir, est très étrange. Vous allez voir aussi que la soirée fatale est pleine de points d'interrogation, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui a amené la mort du riche homme d'affaires. Avant de commencer, c'est quand même important de vous dire que la police ne va jamais enquêter sur l'affaire, même si de nombreuses rumeurs viendront pimenter le récit. Personne à bord du yacht sera interrogé par les policiers également, ce qui amène justement plusieurs versions où on ne sait pas vraiment si c'est la vérité ou non. C'est aussi capital que je vous précise que certains invités, célèbres invités, vont nier avoir été à bord de l'Oneida, le luxueux yacht, pendant la soirée d'anniversaire de Hintz, ce qui est assez étrange quand, dans les registres, leur nom apparaît en tant que passager. Pour cet épisode, pour lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à naviguer sur différents sites web, je dois en citer un en particulier, Hollywoodland Unsolved. C'est un site qui parle de tout ce qui a été mystérieux à Hollywood pendant le début du cinéma et il est venu éclaircir pas mal mes notes de façon assez solide. J'ai trouvé sur d'autres forums, d'autres sites, beaucoup d'informations et j'ai pu faire un tri entre le vrai et les rumeurs avec Hollywoodland Unsolved. Avant de nous embarquer à bord du Oneida, qui était Marion Davies, celle dont toute cette histoire semble tourner autour. En 1924, au moment que l'affaire Hintz éclate, Marion Davies est l'une des plus grandes stars du cinéma. Pas nécessairement à cause de ses films. Elle commence sa carrière dans le monde artistique assez tôt, en 1915, en intégrant les spectacles musicaux à grand déploiement des Ziegfeld Follies à Broadway. Entre 1907 et 1931, les Ziegfeld Follies sont des spectacles extrêmement populaires. En fait, c'est les shows les plus populaires. Ils remplissent les salles de spectateurs venus admirer les tenues extravagantes et brillantes de leurs danseuses, chanteuses et artistes de la scène. Marion Davies n'est pas la seule Ziegfeld Girl qui va faire du cinéma. On peut citer Mae Murray, Olive Thomas, Nita Naldi et Eve Arden aussi un peu plus tard. C'est en 1917 que Marion Davies fait le saut de la scène au cinéma. Cette année-là, elle apparaît dans La Romanichelle, un film qui va pas nécessairement marquer l'histoire, mais le public et les directeurs de cinéma la remarquent.
C'est le début de la célébrité de Marion Davies. Et grâce à William Randolph Hearst, la blonde va devenir extrêmement populaire. William Randolph Hearst est l'un des hommes les plus riches des États-Unis de l'époque, mais aussi l'un des plus influents du milieu du grand écran. Il possède un solide capital sur la presse de l'époque, ce qui a contribué à sa richesse immense. Il peut décider de qui deviendra une star, qui ne le deviendra jamais et surtout qui peut passer de star à oublier. En plus, l'homme d'affaires possède son propre studio, la Cosmopolitan Production, qu'il fonde en 1919 et, on va pas se le cacher, c'est surtout pour Marion Davies. Parce que Hearst va tomber en amour avec Marion Davies. Pendant plus de 30 ans, ils vont s'aimer plus ou moins en secret. Le riche homme d'affaires est marié à une femme, donc Marion est sa maîtresse. Mais ensemble, ils forment l'un des couples d'amants les plus populaires de tout Hollywood. C'est pas vraiment un secret. Je vous disais il y a quelques instants que Hearst possédait des médias. Il va faire de sa maîtresse l'une des femmes les plus publicisées de l'industrie, mais aussi de tout le pays. On peut voir l'actrice partout dans les journaux. On peut lire ses routines et ses secrets beauté, ses goûts musicaux, ce qu'elle fait le mercredi soir et absolument tout sur elle. L'actrice dira souvent au cours de sa carrière, même après, je cite, « Avec moi, c'était 5% de talent et 95% de publicité. » Fin de la citation, vous voyez à quoi est dû son succès. Sa popularité atteint un sommet en 1924 quand elle est sacrée Queen of the Screen par une association de propriétaires de salles de cinéma. Ces propriétaires arrivent à un consensus que Marion Davies est l'actrice, la femme qui attire le plus de monde dans leurs établissements. À la fin des années 20, elle met presque un terme à sa carrière avec l'arrivée du parlant. Parce que depuis son enfance, Marion a un problème de bégaiement et ça la gêne pas mal, en plus de pas être très pratique au cinéma parlant. C'est un problème qu'elle a essayé de régler à de nombreuses reprises, mais sans succès. Mais elle va faire quelques films parlants avant de définitivement quitter le grand écran en 1937. En plus d'avoir été l'une des actrices les plus médiatisées du pays pendant le muet, elle a été une femme très populaire comme je vous le disais. Sa vie privée est épiée. Je vous le disais plus tôt, sa relation d'amant-maîtresse avec le riche homme d'affaires William Randolph Hearst n'est pas vraiment un secret. En 24, en plein dans le scandale Ince, Hearst décide de divorcer de sa femme et fait construire une immense maison au bord de la plage pour que sa maîtresse y réside paisiblement entre ses tournages. Une maison qui va attirer son lot de touristes à Santa Monica. En plus de ça, elle va connaître quelques histoires d'amour avec des acteurs très célèbres comme Charlie Chaplin, avec qui elle aura vécu quelque chose d'enflammé. Retenez ce détail parce que ça va être important pour la suite. En novembre 1924, celle qu'on vient de nommer Queen of the Screen est au cœur d'un immense scandale hollywoodien. Thomas Harper Ince décède à bord de l'Oneida, le luxueux yacht de William Randolph Hearst. Toutes les rumeurs ont un point en commun, Marion Davies. Toute cette mystérieuse histoire semble tourner autour de la célèbre blonde.
Le 19 novembre 1924, Thomas Harper Ince décède à bord de l'Oneida, le très luxueux yacht de William Randolph Hearst. Thomas Ince, comme on l'appelle souvent, est l'un des artisans les plus importants et marquants du début du cinéma. On lui attribue l'invention du genre western, mais aussi des séries de films. Il est l'un des premiers producteurs à produire des suites à ses films, autant comiques que dramatiques. Au cours de sa carrière, Ince s'est associé avec d'autres noms que je mentionne souvent dans Close-Up dramatique, dont D.W. Griffith et Mack Sennett, avec qui il fonde la Triangle Picture Company, qui deviendra plus tard le siège social de la MGM. Vous voyez et comprenez l'importance de Thomas Ince dans le milieu cinématographique. Mais en 24, à seulement 42 ans, Thomas Ince décède. L'annonce de sa mort provoque une vague médiatique énorme, surtout que les circonstances qui l'entourent sont assez nébuleuses. Rien n'est clair, mais surtout, ça implique une poignée de personnalités très connues, dont Marion Davies. C'est la 3e fois que je le dis dans le balado, mais tout semble tourner autour de la célèbre blonde qui, à ce moment-là, vient d'être sacrée la reine du grand écran. Mais comment Thomas Ince a trouvé la mort? On s'embarque à bord de l'Oneida en novembre 24. En novembre 1924, William Randolph Hearst décide de fêter le 43e anniversaire de Thomas Ince. Mais il veut faire ça en grand. Il décide alors que la célébration aura lieu à bord de son yacht, le Oneida. Un bateau très luxueux avec beaucoup d'histoire. L'Oneida était un navire de guerre avant d'être transformé en luxueux yacht par Hearst. À bord sont invités une quinzaine d'amis de Hearst et de Ince, mais aussi des célébrités comme la journaliste et la reine des potins, Louella Person, l'écrivain Elinor Glyn, Daniel Carson Goodman, un médecin qui ne pratique pas, mais qui est surtout connu pour sa relation tourmentée avec Alma Robbins. Marion Davies, évidemment, est à bord, et Charlie Chaplin. Parmi les invités, on compte aussi la femme de Ince, Eleanora, sans surprise, mais aussi un band de jazz qui vont animer les soirées. Je dis les soirées parce que c'est une véritable croisière que Hearst organise. Ils partiront de Los Angeles pour gagner San Diego quelques jours plus tard. Déjà ici, il y a une zone d'ombre. Certains ont raconté que Chaplin était parmi les invités pour une seule et unique raison. Hearst voulait voir comment il agissait en présence de Marion Davies. En novembre 24, dans les journaux, mais aussi dans la société hollywoodienne, on raconte que la célèbre blonde et le très populaire comique entretiendraient une relation passionnée. Des rumeurs qui rendent fou jaloux Hearst. Il veut donc les observer subtilement et même possiblement confronter Davies, Chaplin ou les deux à ce sujet. Le 15 novembre 1924, les invités montent à bord de l'Oneida, accueillis par Hearst sur un air de jazz enthousiaste. Thomas Ince, lui, va monter seulement le lendemain, le 16, puisque le 15, il doit absolument assister à une première au théâtre avec sa femme. La croisière d'anniversaire se passe assez bien, même si on est en pleine prohibition aux États-Unis, à bord du yacht, le champagne coule à flot. Dans une pièce, on retrouve Louella Person qui discute des derniers potins avec l'auteur Elinor Glyn et Eleanora Ince. Dans une autre pièce, on retrouve Goodman parlant affaires avec Hearst, tandis que les autres invités dansent au rythme du band de jazz. Marion Davies, elle, passe ses soirées à se promener de salle en salle et aussi à danser sur la piste de danse et à discuter avec les divers invités. Elle s'amuse vraiment beaucoup. C'est une ambiance vraiment festive, tout le monde s'amuse. En plus, le temps est radieux et idéal. Mais le soir du 18 novembre, Thomas Ince, pas très tard en soirée, tombe malade. Il se plaint d'avoir la tête qui tourne et d'avoir des nausées importantes.
Il est vite observé par Daniel Carson Goodman, qui, je le rappelle, a oui une formation de médecine, mais ne va jamais vraiment pratiquer le métier. Goodman croit à une sévère indigestion liée possiblement à des petits pois qui se trouvaient dans le repas du soir. C'est assez précis. Dans la soirée, l'état du producteur empire tellement que tout le monde s'accorde pour accoster à San Diego immédiatement, qui se trouve à seulement quelques minutes, et de faire descendre le fêté avec le médecin pas médecin. Une fois à l'extérieur du yak, l'état de Ince se dégrade très vite. Goodman prend la décision de repartir vers Los Angeles. Par contre, à Del Mar, l'état de Ince devient extrêmement grave et il décède à seulement 42 ans avant même d'arriver chez lui à LA le 19 novembre 1924. De façon officielle, le décès est attribué à une indigestion aiguë qui aurait provoqué une insuffisance cardiaque. Cette indigestion aurait été amplifiée par la consommation d'alcool qui était très importante au cours de ce voyage d'anniversaire. À bord de l'Oneida, on peut s'imaginer que l'ambiance est vraiment plus sombre par la suite. Dès le lendemain, le yak, qui est toujours accosté à San Diego, est envahi par les journalistes tandis que les journaux apprennent aux Américains la mort d'un pionnier du cinéma. Ince est mort à bord du yak du riche homme d'affaires Hearst, titrent les journaux. C'est pas très long avant que les circonstances autour de la mort de Ince fassent naître des rumeurs. Parce que les journalistes comprennent vite que à bord du navire, personne ne veut parler et même qu'ils sont tous enfermés dans leur cabine. Même Luella Person et Marion Davies, qui en temps normal sont très extravagantes avec la presse, se cachent. Elles refusent d'ouvrir leurs portes et de s'adresser aux médias. Tout le monde reste muet sauf une personne, Torechi Kono, le chauffeur privé de Charlie Chaplin. Il déclare à plusieurs proches, et le fera jusqu'à la fin de sa vie, qu'il a bel et bien vu Thomas Ince être descendu du Oneida avec un trou au niveau de la tête et saignant abondamment. Dès le lendemain, on peut voir écrit « Ince tiré, fusillade à bord de l'Oneida ». Des titres scandaleux qui évoquent un possible assassinat. Mais d'où ça sort? Quelles sont ces rumeurs? On s'embarque là-dedans. Autour de la mort de Thomas Ince, il y a 3 principales rumeurs, et ces 3 rumeurs ont un point en commun, Marion Davies, comme je le disais en début d'épisode. La première rumeur qui arrive, c'est que Ince aurait été assassiné par erreur par William Hearst. Le soir du 18 novembre, tous les passagers s'amusent à bord de l'Oneida. Hearst remarque l'absence de sa maîtresse, Marion Davies, mais aussi de Chaplin. L'influent homme d'affaires se met alors à leur recherche, convaincu qu'il va les trouver en flagrant délit de tendresse. Hearst demande à quelques passagers et amis et personne n'a aperçu les 2 stars du cinéma depuis un bon bout. En ouvrant une porte, il aurait trouvé Marion Davies discutant avec un homme de dos et riant aux éclats. L'actrice est très près de l'homme et semble même sur le point de l'embrasser. Hearst serait entré dans une colère noire et dans ce trop-plein de colère aurait cru que c'était Charlie Chaplin, aurait tiré une balle en sa direction, tuant l'homme sur le coup. Mais coup de théâtre, ce n'était pas Charlie Chaplin, mais bien Thomas Ince. C'est la première rumeur. Deuxième rumeur, qui apparaît autant dans les journaux que dans les sociétés, Thomas Ince était l'un des amants de Marion Davies. Même si elle entretenait une relation complexe avec Hearst, l'actrice avait plusieurs relations sur le côté. Elle avait autour d'elle plusieurs amants venant de différents milieux. Parmi ses amants les plus connus, Thomas Ince. Cette seconde histoire ressemble beaucoup à celle que je viens de vous raconter. Au cours de la soirée, Hearst remarque l'absence de sa maîtresse et de Chaplin. Il part à la recherche, mais finalement trouve la blonde dans les bras de Ince. Une dispute éclate et se termine avec un coup de feu qui atteint Ince et le tue sur le coup. La troisième et dernière rumeur qui fait suite aux déclarations du chauffeur de Chaplin est que Ince aurait été assassiné encore une fois par accident. Le récit est identique aux 2 premiers. Hearst remarque l'absence de Chaplin et de Davies, part à leur recherche, vous connaissez l'histoire.
Mais en ouvrant la porte d'une cabine, Hearst découvre sa maîtresse dans les bras du comique. Une très violente dispute éclate entre les deux hommes. Marion Davies se met elle aussi de la partie. Alertés par le boucan, plusieurs invités, dont Ince, se rendent à la cabine pour voir la scène. Marion Davies essaie de séparer les deux hommes, mais Hearst la pousse violemment. Chaplin et Hearst argumentent longuement et à un moment, Hearst fouille dans son veston et sort un pistolet et c'est là que Ince se met devant Chaplin et reçoit une balle en pleine tête. Marion Davies hurle devant cette scène invraisemblable. Dans ces trois histoires qui peuvent expliquer la mort de Ince et la déclaration de Kono, on peut se demander si le jugement de Hearst aurait pu être alterné par sa consommation d'alcool. Est-ce que cette mort étrange implique une consommation d'alcool excessive? Peut-être. Si c'est le cas, bien sûr. Je le rappelle, ce sont que des rumeurs. Rumeurs qui vont rester rumeurs puisque quelques jours plus tard, Chester Cumpley, le procureur de San Diego, annonce qu'il n'y aura aucune enquête entourant la mort de Thomas Ince. Il affirme à la presse et aux Américains que rien n'indique que le producteur a été victime d'un accident ou d'un assassinat, que ces hypothèses ont été emmenées par la déclaration de Kono et que rien ne prouve ces dires. Rien ne prouve ces dires puisque le corps de Ince a déjà été incinéré, à la demande de sa femme. On peut donc pas faire d'autopsie. Le rapport du médecin légiste disparaît lui aussi mystérieusement et ne sera jamais retrouvé. Par contre, l'infirmière qui assiste le médecin légiste, elle aussi affirme que Ince présentait d'importantes blessures, en plus d'avoir un impact de balle au niveau du front. Mais malgré ça, Cumpley affirme qu'aucun témoignage indique que la mort pourrait être liée à un impact de balle. L'homme est bel et bien mort d'une indigestion aiguë. Le 21 novembre 1924, 2 jours après la mort de Ince, ont lieu ses obsèques. Tout Hollywood y est, Davies compris. Elle est en pleurs devant les journalistes, inconsolable. Mais une personne manque à l'appel, William Randolph Hearst, qui se disait trop ébranlé pour y assister. Mais là, je vous entends. Jay, l'enquête, elle dit quoi et tout? Eh bien, rappelez-vous, au début de l'épisode, je vous disais qu'il n'y en avait juste pas eu. Aucune enquête, aucun témoignage officiel récolté par les autorités. La police ne va parler à absolument personne qui était à bord de l'Oneida. Personne qui était à bord du yacht ne va se rendre aux autorités pour parler aux policiers. Pourquoi? Ça aussi, ça attire des rumeurs. Ce serait une raison assez simple. Hearst aurait acheté le silence de ses invités, mais aussi du département de police de San Diego et de Los Angeles. Hearst était l'un des hommes les plus riches du pays, il avait l'argent pour acheter le silence. La femme de Ince, après la mort de son mari, partira en Europe et résidera dans un des hôtels les plus luxueux de Paris. Chose étrange, la facture de cette chambre d'hôtel est au nom de William Randolph Hearst. L'homme va lui payer une multitude d'extravagances et de choses utiles jusqu'à sa mort, en plus d'avoir une pension de sa part, bien évidemment. Est-ce qu'il a acheté le silence de la femme de Ince? Peut-être. Après la mort de Ince, Chaplin et Parson vont nier avoir été sur l'Oneida le soir fatal. Après la mort de Ince, Chaplin et Parson vont nier avoir été sur l'Oneida. Chaplin dira qu'il était loin d'Hollywood à une soirée entre amis. Parson, elle, refusera simplement de parler de commenter la soirée. Mais étrangement, alors qu'elle a jamais été en relation directe avec Hearst avant 1924, elle aura un contrat extrêmement payant pour publiciser et parler de ses prochaines productions en bien. Est-ce que Hearst a donné un emploi à Parson pour acheter son silence? Ça se peut aussi. Une amie de Parson et de l'auteur Elinor Glynn aurait déclaré aux policiers qu'ils lui auraient tous deux dit qu'à bord du yacht, il y avait eu un pacte de silence. Tous les invités se seraient entendus pour ne plus jamais parler et reparler de cette soirée fatale. D.W. Griffith dira dans une entrevue sur sa carrière qu'il suffisait de prononcer le nom de Thomas Ince à Hearst pour le voir blanchir dangereusement. En plus que Hearst niera avoir organisé cet anniversaire. Marion Davies, de son côté, ne commentera jamais l'affaire. Elle dira seulement, je cite encore une fois,
Cette affaire était encore un autre mythe qui colorait ma réputation. Aussi tragique soit-elle, elle fait partie de mon histoire et de ma publicité. Fin de la citation. Qu'est-il arrivé le soir du 18 novembre 1924 à bord de l'Oneida? Au centre de toutes les rumeurs, Marion Davies détenait-elle la clé de l'énigme? Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.